Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans ce nouvel épisode, les petits rappels d'usage et les traditionnels rappels donc, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et à venir y interagir avec nous. Rejoignez également notre Discord où vous pourrez toujours venir discuter avec la rédaction de Hello, mais aussi et surtout avec la communauté de la planète Hello, cette planète foot où le soleil ne se couche jamais. Je vous encourage également à consulter régulièrement notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de cette fameuse planète Hello, mais aussi pour venir vous y cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes, celles sur lesquelles vous écoutez ces podcasts et notamment notre chaîne YouTube. Et aussi, c'est important sur celle-ci, à venir y laisser pouce bleu, commentaires et tout ce qui va avec. Je vous rappelle enfin la sortie et la disponibilité surtout toujours du numéro 13 du magazine de Lucarne Opposé, un magazine 100% indépendant, 100% sans pub qui, ce trimestre, s'intéresse notamment à ces moments où le football est utilisé pour défendre une cause, qu'elle soit politique, identitaire ou autre. En d'autres termes, ces moments où le football devient porteur de messages. Place donc au troisième épisode de la quatrième saison de l'AFC Corner, un épisode qui va nous emmener et nous conduire en Corée du Sud, où c'est toute une organisation du football qui pourrait bien s'apprêter à être changée. On va donc analyser ce qu'il peut se passer, ce qu'il pourrait se passer, ce qu'il va probablement se passer, et les conséquences que cela pourrait avoir sur le football local. Et vous l'aurez deviné, puisque l'on va parler de football en Corée du Sud, celui qui va m'accompagner pour ce podcast, c'est notre spécialiste kimchi, Baptiste Mourigal. Salut Baptiste, comment vas-tu? Ça va bien. Par contre, spécialiste kimchi, voilà quoi, moi j'aime pas trop l'épicé, donc le kimchi c'est pas trop mon truc quoi. Mais bon, ouais, spécialiste kimchi, d'accord. OK, Ah, écoute, on a décidé d'ouvrir dans les clichés, alors on va y aller quoi, hein. Moi, voilà, tu vois, Corée du Sud, kimchi, voilà. et très bien. Les clichés, d'accord. Non mais je Voilà, retiens pour un prochain podcast. voilà. Bah, je Allons-y. changerai, je chercherai un autre, je te sortirai un autre plat traditionnel coréen pour le prochain, t'inquiète pas, je me demande même si je te l'ai pas déjà fait de celle-là, mais bon. Bref, on va se refocaliser, on va s'intéresser aujourd'hui au championnat, à la K-League, qui pourrait donc voir son football se réorganiser, qui pourrait elle donc elle-même se réorganiser. Mais justement, avant de voir quels sont les changements qui sont envisagés pour notre audience et pour bien placer le contexte, est-ce que tu peux rappeler, parce que c'est pas forcément très simple, surtout pour le profane, comment fonctionne le championnat, la K-League One à l'heure actuelle? Parce que je le disais, son format est quand même assez particulier. Oui, tout à fait, un modèle qu'on très peu en Europe, en tout cas pas dans les grands championnats européens. Donc on a une saison qui est coupée en 2, avec une première partie qui dure, 33 matchs où les 12 équipes s'affrontent 3 fois pour donc atteindre 33 matchs, et au-delà des 33 matchs, on divise le championnat en 2. Les 6 premiers vont rejouer encore une fois entre eux, et les 6 derniers vont rejouer encore une fois entre eux. On atteint 38 matchs avec, 6 équipes qui jouent un titre et 6 équipes qui vont jouer la relégation. Et qui gardent leurs points hein, acquis sur la première partie de saison, ce qui donne des classements. On y reviendra un peu particuliers parfois à lire, notamment sur la transition au niveau de la division des deux en deux championnats différents, hein. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Ce format tel qu'il est, il existe depuis quand en fait? Et est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il a été mis en place? Il a été, décidé d'être mis en place en 2011, donc pour la saison 2012. Il y avait, plusieurs, volontés derrière cette mise en place. La première était l'instauration d'une, 2 division, puisque avant 2013, il n'y avait qu'une première division, professionnelle en Corée du Sud. En 2011, il y a un projet d'en créer une seconde, et il a été décidé de mettre en place un système de relégation et de promotion, comme on voit, dans tous les championnats, du monde, dans la majorité, on va dire. Donc, il fallait que des équipes de première division partent en seconde division, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ils avaient 16 équipes, ils se sont dit la première saison, on va en reléguer 2, la deuxième saison, on en reléguera encore 2, etc., pour atteindre 12. Et l'autre mesure, puisque on pourrait me dire, mais pourquoi faire un championnat coupé en deux et pas uniquement un championnat normal, toutes les équipes s'affrontent et puis les derniers descendent. Tout simplement parce qu'en 2011, il y a eu ce grand scandale de corruption dans le foot sud-coréen qui a touché pratiquement tous les clubs, beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, avec de lourdes sanctions. On va pas revenir dessus, on l'a largement abordé
sur le site internet ou sur les magazines. Et donc, la K-League réfléchissait à faire en sorte que les équipes qui ne jouaient plus grand-chose aient toujours quelque chose à jouer et ne pas succomber à l'appel de la corruption des équipes bien classées pour truquer les matchs. Et ils se sont dit, si on coupe le championnat en deux, celles qui sont moins bien classées, elles vont affronter des équipes qui sont potentiellement dernières, donc elles vont perdre des points sur elles et potentiellement se retrouver en difficulté. Donc c'était de relancer un intérêt pour ces équipes, que le championnat était coupé en deux. Et ils ont pris notamment l'exemple de l'Écosse, où on avait ce même système. Donc on avait déjà un premier rapprochement à se focaliser sur l'Europe, et c'est le championnat écossais qui avait fait office d'exemple. Tu parlais de ce scandale, hein, on en parle dans le magazine numéro 10, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on a ce format particulier. On va y revenir dans un instant parce que, on l'a dit, on le voit souvent, on le voit aussi dans la réaction. Parfois, c'est difficile de lire le classement en fin de saison, hein, pour dire les choses clairement. Et pourtant, ce format-là, donc, pourrait être modifié, pourrait changer. On pourrait se réorganiser au niveau de la K-League, hein. C'est les grandes rumeurs du moment et c'est probablement ce qui va se passer, hein. Tu me confirmeras ou pas. Mais plusieurs pistes suggèrent que donc ce format va être changé. Justement, Baptiste, quelles sont les pistes qui sont envisagées ou quelle est la principale surtout qui est envisagée? Ce qui nous fait dire que ça va changer progressivement, c'est que la K-League est en train de créer une pyramide du football qui n'existait pas avant. On a eu la première étape cette année où on a une troisième division et une quatrième division. Alors pour le moment, elles sont fermées. Elles ne peuvent pas accéder à la K-League 2 et à la K-League 1, qui sont des divisions professionnelles, alors que les autres sont semi-professionnelles. Et surtout, on s'interroge notamment sur l'intérêt de couper ce championnat en deux. Et notamment, est-ce que ça apporte quelque chose au championnat? Ça date quand même d'il y a on est en 2021, donc il y a 9 ans, il y a 10 ans qu'il y a eu ce scandale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un gros travail contre la corruption. Donc, est-ce toujours légitime d'avoir un championnat qui est coupé en deux, sachant qu'on se rend compte que certaines équipes qui n'ont toujours plus rien à jouer, sont toujours en vacances au moment de la scission, comme cette année avec Guangzhou, qui est arrivé dans les 6 premiers, mais plus rien à jouer, donc 5 défaites. Voilà, quel est l'intérêt? Donc, au final, on se retrouve avec la même problématique. Alors, on peut aussi avoir des fins de saison qui sont incroyables, notamment pour la relégation cette année, mais en général, c'est un peu Ouais, mais décidé à l'avance. et puis Donc, il n'y ça a va pas vraiment concerner d'intérêt. et puis ça va concerner 3-4 équipes max. Donc le C'est ça. problème du ventre mou va rester le ventre mou quel que soit le format. C'est ça. Donc, et puis, on se dit, jouer 3 fois les mêmes, puis ensuite encore une fois les autres, est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Notamment pour le super match. Voilà, je fais un exemple. Aujourd'hui, le super match, il est qui est le plus gros match, donc la plus grosse rivalité dans le foot sud-coréen entre Séoul et Suwon. Et ben, le super match, l'année dernière, il s'est joué dans la relégation. Voilà, il n'y a pas d'émulation, tout le monde s'en fiche. Donc, au final, on a très peu d'intérêt, très peu d'attachement à ce système-là, et il y a beaucoup de spéculation de se dire on veut se rapprocher des Européens, on veut attirer les regards des pays étrangers sur la K-League pour diffuser les matchs, pour la vendre. Et donc, pourquoi pas se mettre à un système qui est bien connu. Donc, peut-être changer le nombre d'équipes pour avoir une saison de 38 matchs, puisque c'est un format qui est courant. Ou alors augmenter pour être à 18 clubs et avoir 34 matchs comme en Allemagne. Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne se fera jamais, hein. Financièrement, il n'y a pas suffisamment d'équipes pour être 18 clubs. Mais voilà, pourquoi ne pas changer le système? Peut-être passer uniquement à une saison un peu plus raccourcie, seulement 33 matchs et on oublie le quatrième. Voilà, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées pour modifier ce système qui est, comme on l'a déjà dit aussi, très peu lisible pour les Européens, puisque va comprendre, quand tu viens juste de débarquer dans la K-League, que le sixième Guangzhou finit avec, je me souviens plus aujourd'hui, mais on va dire finit avec 39 points, et le septième finit avec 50 points. Il y a un moment où on peut se dire, c'est pas très cohérent tout ça, pourquoi lui il est resté septième, alors que celui qui est devant, il a des points, il a moins de points. Donc voilà, il y a toute une réflexion, surtout que la K-League a profité du Covid pour vraiment s'ouvrir, puisque c'était le premier championnat à reprendre en période de crise Covid, pour s'ouvrir à l'international. Donc on continue à chaque fois qu'il y a à la date en fin d'année il y a cette séparation du championnat, on continue de revoir des articles qui disent est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est pas mieux de changer, de passer à autre chose, etc. C'est vrai que tu évoquais la crise avec la pandémie, avec l'ouverture mondiale, le fait d'avoir été le seul à un moment, hein, même championnat qui jouait.
lui offrir une nouvelle vitrine et du coup, c'est ce qui pourrait aussi, accélérer ce processus, tu penses? Le fait de se dire: «Attention maintenant, le monde nous regarde», alors qu'avant tu avais un peu la sensation que bon, voilà, ils étaient dans leur coin et puis ils pouvaient faire leurs trucs dans leur coin. Tu penses que ça a réveillé certaines consciences à ce niveau-là? Je pense parce qu'ils ont vraiment envie de copier le modèle de la G-League qui arrive, elle, à se faire regarder. Alors, peut-être pas diffusée dans tous les pays, mais les gens s'intéressent beaucoup plus à la G-League aujourd'hui qu'à la K-League. Alors, c'est pas une question de niveau, puisque je vais le rappeler, mais voilà, Ulsan a gagné la Ligue des champions asiatiques, donc ça veut dire qu'en Corée, on joue très bien au foot, et c'est pas nouveau. Mais c'est uniquement, je pense, que déjà la J-League. C'est le Japon qui a une belle image, mais c'est beaucoup plus lisible à la fin de la saison. Voilà, un tel descend. Il n'y a pas de championnat coupé, on fait une saison pleine. En K-League, il faut se dire, bon, en plus cette année c'était particulier, il y avait une équipe qui jouait qui était déjà reléguée d'avance. À la mi-saison, on coupe le championnat en deux. Lui, il ne joue plus, donc il donne des points gratuitement, mais il peut plus redescendre. Donc voilà. Je pense qu'en plus d'avoir eu le regard des Européens, ça va leur donner envie d'accélérer, sachant que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leur pyramide, de créer vraiment une structure footballistique qui soit celle d'un pays européen comme la France, avec plusieurs divisions qui descendent voilà, progressivement jusqu'à, je sais pas, bon, on va pas dire jusqu'à 15 divisions, mais à au moins vraiment avoir une vraie pyramide du football, plutôt que d'avoir juste un championnat et des équipes amateurs qui jouent un peu partout, dans des championnats qui sont pas très lisibles, à un niveau, on ne sait même pas laquelle est au-dessus de l'autre, etc. Donc ils veulent vraiment tout réorganiser, et je pense que la K-League va forcément passer par un nouveau changement de format. Et on va y revenir, hein, sur cette notion de pyramide et sur ce que cela peut changer concrètement, indépendamment du fait, donc tu le disais, hein, d'envisager un format et de lorgner un petit peu sur le modèle, J-League. On va en reparler dans un instant. On va juste rappeler avant que si changement il y a, ça sera clairement pas le premier. Alors déjà, vous l'avez bien compris si vous étiez attentif au début de ce podcast, ça a été, l'actuel a été mis en place il y a 9-10 ans. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà eu un changement de format. Est-ce que tu peux brièvement nous faire, ou brièvement ou pas d'ailleurs, nous faire un petit point sur justement l'évolution et les modifications sur le format de la K-League depuis, sa création en 1983 quand même déjà? Oui, déjà, bah, c'est le plus vieux championnat en Asie, parmi les top championnats. Donc oui, ils ont créé, alors la première saison, ça a été en 83, oui, non, je suis en train de m'embourber. Oui, 83, où c'était une saison qui était, assez classique. Voilà, les équipes, elles s'affrontaient plusieurs fois entre elles, donc pas forcément une fois parce qu'il n'y en avait que 5, mais plusieurs fois entre elles, et on avait un premier, et le premier était, champion. Après, en 84, il y a eu l'instauration la première fois des playoffs. Donc il y avait 2 phases. Une phase aller où le premier était qualifié, une seconde phase où le premier de cette seconde phase était aussi qualifié, on faisait une finale. Et pour la petite anecdote, à cette époque-là, on ne jouait pas des matchs aller-retour chacun dans sa ville, c'était un peu une tournée dans toute la Corée. C'est-à-dire que la première journée se jouait à Séoul, la deuxième journée à Busan, la troisième journée à Jeju, etc. Et en fait, toutes les équipes tournaient ensemble dans le pays. Ce modèle-là, encore une fois, a été modifié l'année suivante. On est passé à un championnat classique. Ensuite, l'année d'après, retour des playoffs. Voilà, la K-League a passé son temps à changer. Les playoffs ont disparu en 86 pour revenir en 95. Ils sont restés 2 ans. Après, en 98, on les a remis. Cette fois, pas uniquement avec les 2 premiers de chaque phase, mais en qualifiant 4 pays. En 2000, on les refait disparaître. On l'a fait revenir en 2004. En 2006, on a décidé que ça ne serait plus 4, mais pour la saison d'après, on mettrait 6 équipes en play-off. Enfin voilà, ça a passé son temps à bouger pour des raisons que j'ignore. Je n'ai pas trop tout saisi pourquoi on avait décidé de tout bouger, peut-être pour rendre un peu plus compétitif, à se dire voilà, il y a plus d'équipes qui vont aller se qualifier, ça fera des modèles de play-off. On va se focaliser, comme le fait le baseball, à avoir le premier qui est directement qualifié pour la finale, puis le deuxième attend que le 3 et le quatrième s'affrontent, etc. Mais ça a énormément bougé pour se stabiliser un peu plus en 2012, même si on a eu besoin de réduire le nombre de clubs. C'est quand même le format qui a duré le plus longtemps, si on peut dire. Ouais. C'est-à-dire que depuis 2012, bah, on n'a pratiquement pas modifié le modèle. Voilà, on est toujours sur un championnat qui se divise en deux au bout d'un certain nombre de matchs. Et ça fait maintenant, ça va faire la 10e saison, si je calcule bien, qui va commencer comme ça. Et c'est la plus longue série, la fin d'une saison qui n'évolue pas dans son format.
Ouais, ça fait, ouais, une bonne décennie, de ce format. C'est pas mal, mais là où c'est intéressant et on tu l'as évoqué, hein, dans ce cheminement et dans cette façon de réorganiser, de mettre en place ces playoffs, tu as évoqué, le parallèle avec le baseball. Maintenant, si on commence à s'intéresser avec cette instauration d'une pyramide du football, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on se rend compte finalement que c'est peut-être un choc culturel qui se prépare parce que et on l'avait vu, hein, nous, on l'avait vu sur Hello parce qu'on avait, tu avais traduit notamment des articles de K-League United, avec qui on avait vu cela, où il y avait ce côté, on lorgne un petit peu sur ce que fait la MLS, on regarde un petit peu et il y avait quelques parallèles, hein, le côté ligue fermée, bon, même si elle ne l'est plus, hein, la Corée, on a bien compris que la K-League ne l'est plus, donc depuis 2012, mais sur cet héritage des franchises, ces systèmes de play-off, on lorgnait beaucoup sur le modèle MLS. On peut faire un parallèle que tu vas adorer, c'est l'Australie. Mais au final, on s'aperçoit qu'ils ont eu la même stratégie dès le départ, c'est-à-dire qu'ils avaient un président de fédération qui n'avait qu'un seul modèle, c'était la MLS, avec des franchises fermées, avec des histoires de marché, avec des équipes qu'on n'hésitait pas à relocaliser. C'est ce qui est arrivé, hein, il y a, bon, pas depuis 10 ans, mais pas trop, en Corée, mais il y a eu des équipes qui ont été relocalisées en Corée du Sud quand il a fallu construire des stades, hein. J'invite les gens à relire bah, notamment les articles sur le super match, etc., où vous verrez que voilà, il y a des histoires de relocalisation entre guillemets de franchise, même si c'est pas tout à fait le terme approprié. Mais tout ça pour dire qu'on a longtemps regardé vers la MLS, l'Australie le faisait pareil, et maintenant tout le monde commence à regarder vers la J-League et vers la pyramide à l'européenne. C'est un vrai nouveau modèle. Est-ce que, enfin, et cela, ça ferait que en Corée du Sud, le football se démarquerait du baseball, notamment, et des autres sports. Est-ce que tu penses que ça peut changer à plus ou moins long terme le football local d'instaurer cette pyramide? On pense évidemment au fait que ça arrive aussi dans un processus où il y a déjà eu une réorganisation du football chez les jeunes. Donc, est-ce que tout cela, ça rentre dans un modèle qui permettrait voilà, de changer complètement le football sud-coréen? Complètement, parce que leur objectif aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus de joueurs compétitifs et de qualité pour augmenter le niveau. Ils ont commencé il y a quelques années, on en parlait dans le mag récemment, sur l'université qui voyait arriver un nouveau concurrent, puisqu'il y avait une nouvelle, voilà, il y avait la K-League avait mis en place la K-League Youth, excusez-moi la prononciation anglaise, mais l'objectif c'est de, voilà, de donner aux jeunes des championnats pour s'affronter dans les équipes de jeunes des équipes. Aujourd'hui, ce qui a été aussi décidé pour l'année prochaine, c'est que comme la K-League 3, qu'on appelle plus K3 League et K4 League, un peu compliqué à dire, sont bien instaurés, on fait une première saison, les équipes réserves des clubs professionnels vont jouer dans ces deux nouveaux championnats qui ont été instaurés en 2020. Et l'objectif, c'est de leur dire, si vous jouez, si vos équipes vont participer, il faut mettre des jeunes dans votre 11 de départ, dans votre feuille de match, dans les groupes, pour que eux puissent jouer. Parce que l'objectif, c'est que eux se développent. Donc on va retrouver un peu un modèle là aussi, hein, je pense aux Pays-Bas où par exemple, les équipes de jeunes de l'Ajax jouent en seconde division. Ou l'Espagne, par Et, exemple. ou aussi en Espagne, ou en Allemagne, où le Bayern, son équipe de jeunes a gagné la troisième division allemande. Donc là, on va avoir le même système en privilégiant les jeunes. Donc eux vont jouer à un niveau semi-professionnel, qui est peut-être potentiellement plus élevé que leur niveau entre jeunes, ou que uniquement la Air League, qui était la compétition des équipes réserves de K-League. Donc oui, il y a vraiment toute une volonté de créer cette pyramide et de permettre aux gros clubs d'avoir des joueurs dans leurs effectifs qui vont jouer dans ces divisions inférieures pour les développer et pas uniquement avoir des joueurs qui ne jouent pratiquement rien et qui stagnent en termes de niveau. Et ça permet aussi d'envoyer des joueurs en prêt dans ces clubs-là, qui ne sont plus des clubs un peu perdus dans la nature, mais on peut les envoyer en prêt. Ils sont dans une ligue structurée. On peut également des jeunes qui ne sont plus sous contrat, bah, ils ne sont plus lâchés dans la nature et on ne les retrouve plus. Là, ils peuvent rejoindre des clubs de K3 League ou de K4 League et avoir quand même gardé un niveau assez élevé, entre guillemets, plutôt que de rejoindre quelque chose d'amateur où on a un niveau qui est vraiment ridicule. Bon, en toute proportion gardée, on est en Corée du Sud. Donc il y a vraiment une volonté de créer tout ce système pour augmenter au final le niveau du football sud-coréen. Ouais, et puis ça peut avoir d'autres répercussions, hein. Je parlais tout à l'heure, même si hein, on est d'accord, le terme est impropre hein, sur la notion de franchise, on peut donc maintenant envisager
Parce que forcément, si tu mets en place un système pyramidal à X divisions, parce que tu le disais toi-même, hein, il n'est pas forcément question de faire 15 divisions, mais voilà, qui en est déjà, s'il y en a 4, tu peux imaginer aussi à terme qu'il y aura une vraie possibilité d'ascension de la K4 jusqu'à la K1 concrètement. C'est un peu l'objectif. Alors aujourd'hui, les deux premières divisions sont professionnelles et sont pour le moment fermées, parce que ah, parce qu'opérer un club, ça coûte quand même de l'argent. En Ouais. Corée, on a l'habitude d'avoir des clubs qui sont lancés et puis après, on dépose le bilan et on disparaît. Donc pour le moment, les équipes de division semi-professionnelle ne peuvent pas accéder à la K-League 2 et donc n'ont aucune possibilité d'accéder en K-League 1. Mais l'objectif, c'est que dans quelques années, j'ai plus la date exacte en tête, mais dans quelques années, c'est que la K-League 2 puisse s'ouvrir aux vainqueurs de la K3 League et qu'on puisse avoir une promotion-relégation. Mais la K-League veut aussi attendre un peu avant de faire ça, que ça, économiquement ça se stabilise bien, parce que le club de K-League 2 qui risque de descendre, ça peut lui faire très mal, lui aussi, sur le plan économique, sachant qu'il y en a déjà qui sont très fragiles. Je pense que le jour où ils vont vraiment acter que la K-League 2 puisse s'ouvrir aux vainqueurs de la K3 League, la K-League 1 va changer de format, parce qu'on ne pourra pas avoir une K-League 2 qui a un format aujourd'hui qui est basé sur un championnat classique avec ensuite à la fin des playoffs pour la promotion, un peu comme on peut le retrouver je crois en ce moment en Ligue 2 et avec la Ligue 1 où voilà, il y a un... Non, je sais plus si en Ligue 2 il n'y a pas un playoff entre le Si, si, quatrième et le en troisième. Ligue 2, tu as des barrages. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Tu as des barrages, Bah tu as une aujourd'hui, succession de barrages avant de pouvoir accéder à un dernier barrage face au 18e de Ligue 1. voilà, c'est ça. Bah là, aujourd'hui, il y a le même système et je ne pense pas que on va garder un système où le championnat se coupe en deux en K-Ligue 1 alors que les autres championnats vont se jouer Ouais. uniquement sur des playoffs pour la promotion. Je pense qu'on va revenir à un système un peu plus euh, classique et je pense que ça sera à ce moment-là, quand tout sera bien sécurisé sur l'aspect économique et sur l'aspect structurel pour pas qu'il y ait une ligue qui fasse faillite d'ici 3-4 ans parce que les clubs ont complètement disparu. Mais ce qui est intéressant, et ce sera probablement ma dernière question par rapport à tout cela, c'est qu'il y a un grand processus général où on voit que ça change. Tu l'as évoqué déjà dans divers articles. On l'avait, et je parlais de ces fameux articles avec K-League United sur l'inspiration MLS, avec les stades et tout. On s'aperçoit finalement que on est en train de reconstruire des stades qui sont à dimension humaine, j'ai envie de dire. Maintenant, on envisage d'instaurer une véritable pyramide de football. Voilà, les choses bougent, hein, c'est assez intéressant. Alors que, tu l'as déjà dit, la Corée du Sud, c'est quand même l'un des championnats majeurs en Asie. Il faut vraiment le rappeler aux gens. On ne parle pas d'un championnat qui est en train d'émerger. On parle d'un vrai championnat majeur de la zone asiatique. Au point de vue des suiveurs, ça marche comment? Ça fonctionne comment? Ils le voient comment ce type d'évolution? C'est entre guillemets réclamé? C'est quelque chose qui est dans l'air du temps de tout? Parce qu'on imagine qu'un amoureux de football en Corée du Sud ne se nourrit pas que de football sud-coréen. Il le voit comment, ce genre de choses-là? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Est-ce que tu sais comment c'est vécu, c'est vu, ce genre de perspective? C'est vu plutôt positivement parce que quand il y a ces changements et ces évolutions, on leur dit que c'est pour augmenter le niveau. Donc forcément, on y croit et en plus, on prend l'exemple sur l'Europe. Alors l'Europe, Ouais. on va pas on le cache à personne, mais l'Europe, c'est un peu le modèle à suivre. C'est là où on joue le meilleur football, c'est là où il y a les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Donc quand on dit qu'on va s'inspirer de l'Europe, forcément, c'est positif pour le suiveur. Et puis, c'est toujours bon à entendre de se dire, voilà, on travaille pour essayer de ressembler à quelque chose d'européen, d'avoir une vraie structure. Même si on part de loin, c'est plutôt bien accueilli. Il y a même des, on va pas dire des débats, mais il y a quand même certaines personnes qui réclament un petit peu à modifier certaines choses. Le fait de pouvoir envoyer les équipes réserves dans les divisions inférieures, ça fait plusieurs années que certaines personnes en parlent. De se dire, mais ça sert à rien de les laisser en Air League, en plus en Air League, Réserve League, hein, tout bonnement. Par moment, les matchs étaient annulés parce que bah, l'équipe s'est pas déplacée, il y avait pas les joueurs. Enfin, Et l'intérêt est donc c'était, limité. voilà, l'intérêt était limité. C'était un peu, quand on avait envie, on y allait. Donc là, de vraiment tout structurer, c'est bien accueilli. Et surtout, hein, on le dit aussi, ça peut, enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec cela, hein, ça peut aussi contribuer à continuer de développer un peu la culture foot, parce que le jour où tu as une pyramide, hein, on le disait, on l'évoquait, imagine à terme un club de K4 qui fait une série d'ascensions pour arriver en K1, forcément, ça peut aussi entraîner une certaine, comment dirais-je, un certain enthousiasme et générer
voilà, générer de l'engouement, c'est le mot que je cherchais, dans la ville où il est, quoi. Concrètement, c'est ça aussi. C'est ça, c'est que ça permet aussi de créer des clubs, dans des villes qui soit n'en avaient pas, soit n'étaient pas à un niveau extraordinaire. Donc ça peut leur permettre, elles, de progresser, de créer une petite communauté autour et forcément, si ça a des résultats, la communauté va grandir, on va avoir plus de Voilà. sans doute plus en termes économiques, plus de rentrées d'argent et cetera. Puisqu'aujourd'hui, le gros problème de la K-League par rapport aux autres championnats, c'est l'économie. C'est vraiment le championnat parmi les 3 grands. Même je pense que l'Australie, est économiquement est bien plus puissante que la K-League, mais avec la Chine et le Japon, ça souffre considérablement en termes économiques. Donc l'objectif, il est là aussi. On peut se dire que si on crée bien la chose, on peut avoir plus de rentrées d'argent, on peut avoir plus d'émulation, on va peut-être pouvoir plus diffuser de matchs. Voilà, donc il y a quand même toute une réflexion, je pense, derrière, qui est aussi basée sur l'économie du football en Corée et notamment aussi faire revenir les gens dans les stades. Ouais, et ça, tu parlais de l'Australie, hein. Je suis pas convaincu, hein, que l'Australie soit une grosse puissance financière vu comment ils galèrent, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses que l'on voit en commun, hein, entre un petit peu sur ces pays qui ont des championnats avec où il a longtemps été question d'abord de marcher et d'occuper des places fortes. Voilà, c'est en train de changer. On en parlera un autre jour peut-être de l'Australie avec aussi cette volonté de faire des promotions relégation. Il y a des différents articles sur le site à ce sujet. Donc voilà, pourquoi pas une pyramide aussi arriver en Corée du Sud. On suivra ça avec attention dans les prochains mois parce que c'est une affaire de mois, hein, c'est pas une affaire de décennies, on est d'accord, hein. Non, je pense pas. En plus, ils ont un peu l'ambition d'organiser encore la Coupe du Monde. Donc, quand on sait qu'on va organiser une coupe du monde, en général, on bouge très vite pour plaire à Ouais. la FIFA. Alors, on parlait de 2030, mais on va pas revenir sur le débat. 2030, si ça se fait en Corée du Sud, parce que voilà, il y a la volonté de le faire avec la Corée du Nord, mais si ça se fait en Corée du Sud en 2030, ça serait une aberration. Mais pourquoi pas 2034? Et on a vu que quand ça a été donné à la Corée en 2002, les choses ont bougé très très vite. Ils ont vraiment accéléré le mouvement. Donc d'ici, je pense 2024-2025, il y a des choses qui peuvent bouger. Mais c'est un formidable catalyseur, hein, l'organisation d'une Coupe du Monde, ou ne serait-ce que de se lancer dans une campagne pour avoir l'organisation. Bah écoute, on suivra ça avec attention. Merci à toi, Baptiste, d'avoir passé ce podcast en ma compagnie. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité, même si j'ai pris une réflexion kitschy dès le début. Je ne suis pas rancunier, je suis resté jusqu'au bout. Merci monsieur, allez promis, j'arrêterai avec le kimchi. On va en rester là pour cet épisode de la FC Corner. On va vous remercier d'avoir passé ce moment aussi en notre compagnie. Je rappelle, suivez-nous partout, tous les liens sont dans la description. On vous dit à très très vite pour de nouveaux rendez-vous, notamment en Asie sur les réseaux Lucarne Opposé. À bientôt tout le monde.